Écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, le Fonds commun des agents des finances a été remplacé par une prime dite de motivation. Une prime prévue par la loi de finances est plafonnée à 25% de la masse salariale. Un décret portant sur la réglementation a été adopté hier au Conseil des ministres. La 21e édition de la Journée nationale du paysan a débuté ce matin dans la cité du Bafouji à Gawa. C'était en présence du ministre de l'Agriculture. Demi-finale de la Coupe du Faso, l'AS Sonabel, Raimo FC, l'USFA et la SEC de Koudougou sont les 4 qualifiés. Il sera question de vaccin aujourd'hui. En effet, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le palu, nous recevons comme invité le docteur Herman Sorgo, coordonnateur de l'unité de recherche clinique de Nanoro. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Le Fonds commun des agents des finances a été remplacé par une prime dite de motivation. Une prime prévue par la loi de finances est plafonnée à 25% de la masse salariale. Hier au Conseil des ministres, un décret portant sur la réglementation a été adopté. Il prévoit des mesures d'accompagnement qui visent à éviter, selon le ministre des Finances Lassane Kaboré, une crise générale du système financier. Explication avec Abdul Fattah Temtoré. En annonçant mercredi l'adoption d'un décret sur la prime de motivation, le grand argentier Lassane Kaboré n'a pas dit combien cette nouvelle mesure allait coûter aux contribuables burkinabés. Je le disais tantôt, le Fonds commun des agents des finances a été remplacé par une prime dite de motivation. Une prime prévue par la loi de finances est plafonnée à 25% de la masse salariale. Hier au Conseil des ministres, un décret portant sur la réglementation a été adopté. Il prévoit des mesures d'accompagnement qui visent à éviter, selon le ministre des Finances Lassane Kaboré, une crise générale du système financier. Les explications avec Abdul Fattah Temtoré. Plus de fonds communs, le principe est acquis selon le ministre des Finances. Désormais, il s'agit d'une prime de motivation plafonnée à 25% de la masse salariale. Mais pour permettre aux agents de respecter leurs engagements vis-à-vis des institutions financières, des mesures d'accompagnement sont prévues. C'est l'une des précisions apportées par le décret pris en Conseil des ministres. Lassane Kaboré. Il y a eu donc une réduction de 67 à 68% du montant qui était servi en 2018, qui s'inscrit dans le souci non seulement de tenir compte de situations fragiles des banques, mais aussi de tenir compte de la situation que la nouvelle réglementation créait. Les agents concernés recevront désormais une somme comprise entre 400 000 et 900 000 francs CFA par trimestre, selon leur catégorie, et cela devrait durer 3 ans. Mais est-ce une autre somme en plus des 25% de la prime? Non, le montant total fait 900 000. Et dans ce montant total de 900 000, vous avez les 25% de la loi et les mesures d'accompagnement prévues à l'article 94. L'accord tant attendu a donc été trouvé après plusieurs mois de boycott des activités, masqué sous le motif de problèmes de réseau. Tout le monde savait que c'était des mouvements, comme on dit, c'est des grèves des ailes. Soit on travaille beaucoup comme les Japonais le font, et ils font plus, soit on décide de faire la lenteur. Sinon, il peut y avoir des sanctions. Bien sûr, c'est de faire le point, puisque après que nous ayons fini, c'est de faire le point pour voir là où il y a eu des exagérations. Selon le ministre Kaboré, les pertes enregistrées durant cette période pourraient aller jusqu'à 300 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a également adopté 2 décrets relatifs au classement indiciaire respectif des personnels de la GSP, garde de sécurité pénitentiaire et des greffiers. Des tests qui permettront de répondre à certaines revendications des syndicats de ces agents qui observent actuellement des mouvements d'humeur. Quel impact auront ces décrets sur la grève des avocats et vont-ils lever leur mot d'ordre? Écoutez le bâtonnier Maître Paulin Salambéré. Nous espérons que ces décrets vont dans la satisfaction des plateformes revendicatives, aussi bien des GSP que des greffiers. Et si tel est le cas, nous observerons ce qui se passera sur le terrain pour voir si effectivement il y a satisfaction, si les activités juridictionnelles reprennent leur cours. Je pense que c'est ce que nous demandions. Nous sommes à 24 heures du terme de notre mot d'ordre. Si les activités reprennent, on n'a plus de raison donc d'organiser une marche. Nous allons utiliser d'autres canaux pour transmettre le message que nous voulions faire.
Les GSP ont pour leur part présenté hier à la presse un nouveau syndicat. Il s'agit du SINAPAP, Syndicat national des personnels de l'administration pénitentiaire. Il veut être un appui du SINA-GSP pour que des solutions soient trouvées à la crise que connaît le département de la justice et entend prendre en compte toutes les sensibilités qui composent l'administration pénitentiaire, à savoir la GSP, les travailleurs sociaux et les agents de santé. L'élève inspecteur GSP Mamadou Traoré, secrétaire général de ce syndicat, s'exprime au micro de Fabiola Ouedraogo. L'intérêt de la création du SINAPAP, c'est d'apporter un appui au syndicat déjà existant, le SINA-GSP. La garde de sécurité pénitentiaire est en mouvement depuis un certain temps et nous avons constaté que les services pénitentiaires et les services judiciaires sont paralysés du fait de ce mouvement. Le SINAPAP vient en appui et avec les autres composantes de l'administration pénitentiaire pour trouver des alternatives et sortir de cette crise. Nous allons rentrer en contact avec toute autorité susceptible de décanter la situation et pour que les activités reprennent. Et c'est au bonheur des détenus et des usagers des services pénitentiaires. Nos objectifs sont entre autres de lutter et de défendre les intérêts moraux, matériels, économiques de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire. Le bureau compte 14 membres et Mamadou Traoré précise que leur syndicat est apolitique, laïque et à but non lucratif avec pour devise s'unir pour mieux défendre. La 21e édition de la Journée nationale du paysan a débuté ce jeudi matin dans la cité du Bafouji à Gawa. Les activités ont démarré avec un forum et des ateliers sectoriels. Par cette action, le ministère en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles veut recueillir les propositions des acteurs du monde agricole pour l'atteinte de leurs attentes qui est de booster l'agriculture burkinabé. Le ministre de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo, est au micro de Moumouni Yaro. C'est de pouvoir discuter avec chaque ministère du développement rural pour savoir, dans ce contexte d'insécurité, comment nous allons mettre en place des mécanismes adaptés pour permettre aux producteurs de pouvoir mener leurs activités sur le terrain. Et à l'issue de ces mécanismes, quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut prendre? C'est plus de 1400 producteurs qui sont là avec le président de la Chambre nationale d'agriculture, le président de la Confédération paysanne du Faso, pour ensemble discuter de ces défis, de ces problématiques, afin qu'ensemble nous ayons la même compréhension, qu'ensemble nous puissions trouver les solutions les plus adaptées pour booster notre agriculture, pour booster notre élevage, pour travailler dans le domaine de l'environnement, dans les aspects hydrauliques et pouvoir enfin sortir notre pays de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les producteurs ont de bonnes pratiques. Il suffit de les encourager, il suffit de leur demander, ils vont nous montrer les chemins, les mécanismes pour pouvoir atteindre les résultats que nous cherchons. Le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso apprécie cette journée qui va permettre aux acteurs de proposer leurs pistes de solutions. Bassiaka Dao est également au micro de Moumouni Yaro. Cette journée qui permet aux sans-voix de s'exprimer devant les décideurs politiques et de leur proposer des solutions idoines qui doivent nous permettre de sortir de l'ornière où nous sommes embourbés. Et le thème, c'est une réalité que le Burkina vit. Et ce n'est pas un seul génie qui doit trouver la solution. Les pistes de solution, c'est de donner la parole au peuple pour qu'il s'exprime par rapport aux pleurs qu'ils vivent à travers l'insécurité alimentaire et l'insécurité grandissante au niveau du Burkina. Parce que la solution n'est pas forcément militaire. Et c'est pour cela qu'il est très intéressant au cours des forums de discuter avec l'ensemble des acteurs, de prendre leur point de vue, de les analyser et de mettre en œuvre des actions concrètes qui seront définies. Nous allons analyser les différentes recommandations et solutions qui se sortent et en tirer les plus pertinentes et mettre des actions concrètes que nous allons proposer au gouvernement. Si on parle aujourd'hui d'insécurité, vous ne pouvez pas rester ici seulement pour dire non, il faut recruter des jeunes militaires, mais il faut voir dans l'ensemble quelle sera dans cette insécurité la responsabilité du peuple burkinabé par rapport à ces fléaux qui nuisent aujourd'hui à notre sécurité alimentaire. Zéro palu, je m'engage, c'est le thème choisi pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme, événement accueilli cette année par la France, deuxième donateur pour le Fonds mondial. L'association Esprit d'Ébène prend une part active à l'organisation des différentes activités liées à cette journée. Nous sommes en ligne avec son président Mamsa Yafa. Bonjour, comment s'est passée la marche ce matin? Ça s'est super bien passé. On a eu des différents discours et également on a fait toute une cérémonie avec des jeunes filles footballeuses qui ont commencé un tournoi ce matin et qui ont présenté une œuvre sur une moustiquaire géante où il y avait l'item Zéro palu, je m'engage. Tout ça en présence donc de différents ambassadeurs, également la présence de deux premières dames, celle du Burkina Faso et celle d'Haïti.
en présence donc des premières dames du Burkina et d'Haïti, mais le palu est une maladie tropicale. Alors pourquoi l'organisation de cette journée en France? C'était important de mobiliser le monde francophone. Comme vous savez, un des plus gros donateurs, c'est la France quand même. Et c'était important de marquer le coup. Et surtout de faire une adresse au monde francophone en leur disant que le paludisme, c'est pas simplement une maladie certes qui tue effectivement dans les pays tropicaux, mais elle est aux portes de l'Europe. Et deuxièmement, un pays comme la France, on a plus de 3500 cas de paludisme par an quand même. Ce qui veut dire qu'en France, on a quand même une très forte diaspora africaine qui se rend régulièrement au pays pendant les vacances. Et c'est une population qui peut être touchée par la maladie du paludisme. Merci Mams Yafa. Je rappelle qu'il sera question de la journée mondiale de lutte contre le palu avec notre invité, le docteur Herman Sorgo, coordonnateur de l'unité de recherche clinique de Nanoro. Omega Sport. La page sport est exclusivement consacrée à la Coupe du Faso et on connaît depuis hier les demi-finalistes. Bernabé Cabré. Cette fenêtre sportive est exclusivement consacrée à la Coupe du Faso. Depuis hier, on connaît les qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit de l'USFA, de la SEC de Koudougou, de Raïmo FC et de l'AS Sonabel. Raïmo FC a validé son ticket au tir au but face à l'ASFB après un nul de 2 buts partout au coup de sifflet final. Ibrahim Baïli pour le compte rendu. Raïmo FC et ASFB était sans conteste le match phare de ce quart de finale et il a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se tiennent jusqu'à la 36e minute lorsque Zaman une frappe somptueuse sur une déviation de Michel Batiobo ouvre le score. Modifié ses camarades se ruent à l'attaque pour l'égalisation qu'ils obtiennent à la 46e minute, un but partout à la faute. À la reprise, Raïmo bénéficie d'un pénalty que va transformer Modicité 56e. Mais la SFB va remettre les pendules à l'heure par Draman Kaboré à la 69e minute. L'épreuve fatidique des tirs au but va sourire à Raïmo et qui réussira ses 5 tirs contre 4 à la SFB. Ibrahim Baïli, depuis Bobo du Lasso pour Radio Omega. Au stade Sangoulé-Lamizana, c'est l'AS Sonabel qui a mis fin au rêve de l'AS Maya de jouer le dernier carré. Mais que ce fut dur pour les électriciens, victorieux au tir au but après avoir été tenus en échec un but partout. Antoine Boni a suivi cette explication. À l'entame du match, l'AS Maya, club de deuxième division, joue sans complexe aucune face à l'équipe de Morino. Elle parviendra à ouvrir le score à la 30e minute par Seydou Barreau. À la reprise, les électriciens multiplient les actions de but et fallait attendre à la 90e minute pour les voir enfin jubiler. Abdoulaye Traoré, bien servi dans la surface de réparation, bat Vincent Salou, le portier de l'AS Maya. 1-1, c'est le score au terme de la rencontre. Place au tir au but, l'AS Sonabel, plus adroit, réussit ses 5 tirs contre 4 pour l'AS Maya et se qualifie pour les demi-finales. Antoine Boni, Bobo du Lasso, Radio Omega. Ce fut le même scénario à Manga. L'USFA et le Majestic se sont traînés au tir au but après leur nul, un but partout. Ce sont les militaires qui ont été plus adroits lors de la séance fatidique. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial, Seydou Yaro. C'est l'IA Sports Armée qui se qualifie en séance de tir au but devant Majestic. Or, les choses avaient bien démarré pour les enfants d'Amadou Sampo qui ont ouvert la marque à la 9e minute avant d'être rejoints par l'équipe militaire à la 18e minute. Les deux équipes se sont séparées dos à dos au coup de sifflet final. En séance de tir au but, c'est l'ISFA qui a eu la chance en l'emportant par 5 buts à 4. Aristide Mansé, qui a été ovationné au stade régional de Manga, a été le dernier tireur de l'histoire et qui donne la victoire à son équipe. De Manga, Seydou Yaro pour la Radio Omega. La SEC de Koudougou réalise peut-être la meilleure saison de son histoire. 6e du championnat à 1 point du podium, Drissa Traoré, Malo Saboteur et ses hommes n'ont pas eu à forcer leur talent pour éliminer la AS Police 2-0. Sabouna Ouedraogo. Pour une revanche, on pourrait dire que c'en est une. En championnat, les policiers ont eu raison des jaunes et noirs de Koudougou à l'aller comme au retour. La SEC, accompagnée par ses nombreux supporters venus de Koudougou, a vite donné le ton avec le but matinal de Seydou Ouattara à la 4e minute. Et quelques minutes après, au 18e, 24e et 28e minute, l'AS Police a vendangé 3 bonnes opportunités pour revenir au score.
C'est d'ailleurs sur ce score de 1-0 que les 22 acteurs regagnent les vestiaires. À la reprise, c'est une équipe déterminée de l'AS Police qui a assiégé le camp des visiteurs pendant plus d'un quart d'heure sans pour autant réussir à revenir au score. Sur une action anodine, la SEC obtient un corner qui va envoyer le deuxième but de cette équipe et de Seydou Ouattara à la 65e minute. Malgré les ajustements offensifs de l'entraîneur des policiers, la SEC conservera ses cages inviolées jusqu'au terme de cette rencontre d'un niveau moyen. L'AS Sonabel, Raïmo FC, le SFA et la SEC sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Le tirage au sort sera effectué lundi prochain. L'invité du jour. L'invité du jour. Ce 25 avril est consacré à la journée mondiale de lutte contre le palu. À cette occasion, nous parlons du vaccin RTSS. C'est sans doute l'une des étapes les plus importantes dans la lutte contre le palu qui a été franchie mardi au Malawi avec le coup d'envoi du premier test grandeur nature de ce vaccin expérimental, le plus avancé à ce jour contre cette maladie. Mais avant cette étape, ce sont des chercheurs burkinabés qui ont porté le projet depuis avril 2019 à l'unité de recherche clinique de Nanoro. Retour sur ce projet avec Dr Herman Sorgo, coordonnateur de l'unité de recherche clinique de Nanoro. Il est interrogé par Ousmane Paris. Docteur Sorgo, bonjour. Bonjour, M. Paris. Vous êtes donc le coordonnateur de l'unité de recherche clinique de Nanoro, une unité qui teste présentement donc un vaccin pour lutter contre le paludisme. Où est-ce que vous en êtes donc avec l'expérimentation de ce vaccin? Il y a quelques années, il y a eu une avancée majeure qui a consisté au test à grande échelle du seul candidat vaccin le plus avancé RTSS. À nos jours, heureusement, les résultats qui ont été compilés depuis les années 2015 se sont révélés très encourageants parce que le vaccin a démontré en utilisation en grande population une efficacité atteignant 56% au bout d'une année après vaccination. Cette étape ayant été franchie en termes de recherche, les résultats ont été soumis à l'OMS et à l'Agence européenne du médicament qui ont donné respectivement un avis positif pour utilisation. Après l'opinion positive de l'OMS, il a été décidé qu'il fallait tester ça dans un certain nombre de pays pour voir est-ce que le vaccin pouvait être d'un point de vue logistique déployé dans les conditions dans lesquelles ça a été testé. C'est ainsi que l'OMS a choisi 3 pays. Il s'agit du Malawi, du Kenya et du Ghana. La phase pilote devait être commencée aujourd'hui au Malawi avant les 2 autres pays. Et après cette phase, qu'est-ce qui doit suivre? Logiquement, après cette phase pilote qui doit durer 2 ans, s'il n'y a pas de problème majeur et si les financements suivent, parce qu'il y a derrière cela toute une question de financement de qui va subventionner le vaccin. Vous savez bien que tous les vaccins que nous utilisons dans notre programme élargi de vaccination est subventionné, mais d'ores et déjà, la Gavi, qui est l'organisme mondial qui s'occupe de la fourniture de vaccins au niveau mondial pour les pays en développement, s'est engagé à subventionner le vaccin. Donc, logiquement, après cette phase pilote, on devrait avoir le vaccin partout dans les pays africains, là où sévit le paludisme. Docteur, pour ce qui concerne donc les tests qui devraient être faits, vous avez parlé du Malawi, du Ghana ou encore du Kenya. Pourquoi ces pays? Il y a une raison scientifique derrière cette décision. Vous savez bien qu'il y a environ 3 ans, on a commencé à tester le traitement préventif saisonnier du paludisme au Burkina, par exemple. Donc, quand on voulait mettre en œuvre en phase pilote le vaccin, la question était, il fallait-il le tester dans des endroits là où il n'y avait pas cette méthode de contrôle à grande échelle, ou il fallait tester ça dans des pays comme le Burkina, là où il y avait cette méthode. Donc, scientifiquement, on a décidé qu'il fallait tester la phase pilote dans des endroits là où on ne faisait pas de prévention pour pouvoir avoir à la fin le niveau réel de contribution de ce vaccin. C'est la raison principale pour laquelle, par exemple, le Burkina n'a pas été retenu quand nous avons mené la discussion pour sa mise en œuvre. Donc, on a mis la mise en œuvre pilote dans des pays là où il n'y avait pas de traitement préventif saisonnier, qui sont le Malawi, le Kenya et le Nord Ghana. Docteur, est-ce qu'à cette étape, on peut dire que le projet est plutôt coordonné ou entre les mains de l'OMS? La phase pilote est effectivement coordonnée par une comité de mise en œuvre de l'OMS. Donc, ça a quitté le stade des centres de recherche que nous sommes et maintenant, nous sommes en utilisation pilote en temps réel. Et ça, c'est l'OMS qui coordonne effectivement
cette phase pilote. Et après cette phase pilote, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Après cette phase pilote, on n'a pas de gros problèmes en matière de subvention. Normalement, le vaccin devrait être recommandé pour tous les pays qui en ont besoin. Tantôt, docteur, vous avez parlé d'un centre européen qui s'occupe donc des médicaments. Est-ce à dire que cette étape-là, pour ce qui concerne donc l'appropriation, peut-être pas les pays en ce moment, est-ce que l'unité sera toujours impliquée ou est-ce que c'est l'OMS et puis les autres entités qui vont continuer le travail? Cette étape d'obtention de la licence d'exploitation, n'oubliez pas que le vaccin a été développé en accord avec la firme pharmaceutique GSK qui produit le vaccin. Donc pour son exploitation commerciale, ils avaient besoin d'une licence. Et comme c'est une firme européenne, il leur fallait une licence autorisation de mise sur le marché européen. C'est pour cela qu'ils se sont adressés à l'Agence européenne du médicament. Maintenant, les pays africains interviennent parce que après l'Agence européenne du médicament, il a été demandé l'opinion de l'OMS qui a aussi donné son avis favorable. Donc ça, c'est la partie, je dirais, administrative de mise en œuvre. Nous avons, nous, les centres de recherche, fait la recherche pour prouver que le candidat vaccin protège effectivement contre le paludisme. Maintenant, toute la partie administrative est gérée par l'OMS. Maintenant, il existe une autre phase. Là où nous, les centres, on va revenir parce que, comme vous le savez, tout nouveau médicament au vaccin, quand il est introduit, demande à ce que l'on teste si on n'a pas d'effets indésirables ou de problèmes de sécurité, d'innocuité à grande échelle. Parce que, comme vous dites, par exemple, le vaccin pour le test passé, on a testé sur 16 000 enfants. Mais après, quand on va le tester sur des millions d'enfants à travers l'Afrique, il va de soi que nous ne puissions pas garantir qu'on n'a pas d'autres problèmes que nous n'avions pas détectés. Donc, nous allons encore refaire des tests qu'on appelle de phase 4 pour voir si le vaccin à grande échelle est toujours efficace et ne pose pas de problème de sécurité particulière que nous n'avions pas vu pendant le test de phase 3. Cette étape donc de l'expérimentation de ce vaccin, quels sont vos mots de satisfaction ou bien d'interpellation peut-être à l'ensemble des autres acteurs? En tant que scientifique, nous avons eu une grande satisfaction à participer au développement de RPSS qui est le premier vaccin antiparasitaire qui est utilisé aujourd'hui en phase pilote chez l'être humain. Et en tant que chercheurs, nous ne pouvons nous arrêter puisque nous devons continuer à chercher encore de meilleures solutions. Quant aux recommandations, en attendant la fin des phases pilotes, nous recommandons à tout le monde d'utiliser tous les moyens de protection et de contrôle du paludisme qui sont recommandés aujourd'hui par le Programme national de lutte contre le paludisme, qui sont les moustiquaires imprégnés et les traitements préventifs. Donc, il va falloir continuer à utiliser ces méthodes qui ont démontré une certaine efficacité. Aujourd'hui, nous avons démontré que les moustiquaires permettaient d'éviter autour de 30% de paludisme dans les populations humaines. La prévention saisonnière permettait elle aussi d'atteindre des niveaux de protection d'autour de 25%. Donc, tout ça cumulé devait nous amener à contrôler un peu mieux le paludisme en attendant le vaccin qu'il arrive dans 2 ou 3 ans, qui va, nous en sommes convaincus, apporter son plus et permettre un contrôle effectif, voire l'élimination du paludisme dans nos pays. Merci, docteur. Merci, M. Paris. Et c'est avec cette interview du docteur Herman Sorgo que nous refermons cette édition mise en onde par Bourema Maïga. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.